En pétrologie, certaines espèces minérales, de même formule minérale brute, sont qualifiées de polymorphes, car selon les conditions de température et de pression, elles cristallisent dans des systèmes cristallins différents. C'est le cas du carbonate de calcium, CaCO3, qui forme les concrétions des grottes dolomitiques et qui compose le lustre géant de Limousin dans l'Aude, composé de calcite et d'aragonite, deux formes cristallines différentes de ce minéral. La notion de polymorphisme minéral a été introduite pour la première fois en 1788 par Martin Heinrich Klaproth à propos du carbonate de calcium de formule brute CaCO3, dont il démontre qu'il peut cristalliser sous forme de calcite rhomboédrique ou d'aragonite orthorhombique. Les carbonates se trouvent à l'état de carbonate de calcium CaCO3 dans les calcaires et de carbonate double de calcium et magnésium CaMgCO3 entre parenthèses 2 fois dans les dolomies. Le carbonate de calcium CaCO3 est l'un des minéraux les plus abondants à la surface du globe, que l'on retrouve surtout dans la lithosphère sous forme de roches carbonatées, comme dans les calcaires, les plus abondantes des roches sédimentaires, ou associé au magnésium dans les dolomies, composé de carbonate double de calcium et magnésium, de formule CaMg entre parenthèses CO3 fermez la parenthèse 2 fois. Ce calcaire de Minerve, dans l'Hérault, de plus de 500 mètres d'épaisseur, d'origine biologique, dont on voit les strates subhorizontales, a été creusé par la rivière Cesse, qui a construit un relief karstique uniforme, avec en surface des vallées sèches et des dolines, et en profondeur un réseau souterrain de grottes, de lacs et de rivières, qui continue de creuser la roche. Ce calcaire éocène, daté à moins 50 millions d'années, est issu de la sédimentation de testes calcaires de foraminifères planctoniques, en particulier des alvéolines, foraminifères miliolidés fusiformes centimétriques, dans un bassin sédimentaire océanique chaud et peu profond. Avec 90 millions de gigatonnes de carbone, les roches carbonatées, essentiellement sous forme de carbonate calcique dans les roches calcaires et de carbonate double calcique et magnésien dans les dolomies, représentent la forme la plus importante de stockage de carbone de la Terre et participent au cycle biochimique et géochimique du carbone. On trouve le carbonate de calcium, CaCO3, dans les calcaires le plus souvent d'origine biologique, formés par l'accumulation d'endosquelettes ou testes d'organismes planctoniques, comme celui des microalgues coccolithophoridées, dont l'empilement sur 500 mètres forme les falaises de craie d'Étretat, et d'exosquelettes calcaires ou coquilles des mollusques planctoniques, comme celui de cette larve véligère ou benthique, comme celui de cet ormeau. Ces squelettes carbonatés sont formés par pompage biologique actif ATP dépendant des ions calcium Ca2+, et carbonate CO3- de l'eau de mer, qui précipitent en carbonate de calcium, sous le contrôle d'un réseau de protéines architectes dont la conchiline. La coquille de ce nautile possède, sous le fin périostracum organique coloré de sa face externe, de la calcite et sur sa face interne de l'aragonite, qui forme la nacre irisée par ses interférences avec les radiations lumineuses. Calcite et aragonite de cette coquille font effervescence à l'acide, ce qui démontre qu'elle est composée de carbonate de calcium. Après sédimentation, compaction, déshydratation et diagenèse, le carbonate de calcium des testes et coquilles d'un sédiment meuble carbonaté va se transformer en calcaire, roche sédimentaire compacte et cohérente, qui peut être, comme ici, riche en coquilles fossiles. On trouve également du carbonate de calcium, CaCO3, dans la craie d'origine biologique, formée majoritairement par l'accumulation de coccolithes, plaques carbonatées qui composent le squelette de Coccolithophoridés, algues planctoniques de 5 à 50 micromètres du microplancton végétal. Et enfin, on trouve également du carbonate de calcium dans d'anciens calcaires métamorphisés en marbre et dans lesquels on retrouve, malgré le métamorphisme, des restes de coquilles carbonatées, comme sur les marches de l'escalier qui mènent à nos salles de SVT. Le carbonate de calcium, CaCO3, d'origine minérale ou le plus souvent biocristallisé, peut précipiter sous 3 formes cristallines polymorphes, dont les structures et les propriétés physico-chimiques sont différentes. La vatérite, instable, biominéralisée par certaines espèces marines, dans les otolithes de l'oreille interne des salmonidés, dont on voit qu'ils font effervescence à l'acide chlorhydrique, dans la croûte minérale qui couvre les feuilles de la saxifrage, ou dans les œufs de certains oiseaux. L'aragonite, stable à haute pression et haute température et d'origine hydrothermale ou biologique, compose la paroi de certaines algues comme les acétabulaires, la nacre des bivalves et le squelette des coraux, dont ces majestueuses tables d'Acropora dans la baie de Tadjoura à Djibouti. Et enfin, la calcite, variété la plus commune, stable à température et pression ambiante et d'origine hydrothermale ou biologique,
que l'on va trouver dans les squelettes des coraux et dans la majorité des tests et coquilles carbonatées des mollusques des échinodermes. L'ion carbonate de formule CO3-, constitué d'un atome de carbone entouré de 3 atomes d'oxygène disposés selon un plan trigonal, est l'anion oxocarboné le plus simple. L'ion carbonate est la base conjuguée de l'ion hydrogénocarbonate ou bicarbonate HCO3-, qui est lui-même la base conjuguée de l'acide carbonique H2CO3. La structure de Lewis de l'ion carbonate CO3-, présente 2 liaisons simples longues avec des atomes d'oxygène négatifs et une double liaison courte avec un atome d'oxygène neutre. Cette structure simpliste est cependant incompatible avec la symétrie observée de l'ion et les mesures qui montrent que les 3 longueurs de liaison carbone-oxygène sont identiques, que les 3 atomes d'oxygène sont équivalents et que les angles de liaison sont tous de 120 degrés. En solution aqueuse, les ions carbonate CO3-, hydrogénocarbonate ou bicarbonate HCO3-, l'acide carbonique H2CO3 et le dioxyde de carbone CO2 participent à un équilibre dynamique nommé équilibre des carbonates, qui est sensible au pH, à la température et à la pression, et qui participe au cycle géochimique et biochimique du carbone. En milieu acide, donc au pH faible, le dioxyde de carbone CO2 aqueux est la forme principale, qui avec l'eau H2O est en équilibre avec l'acide carbonique H2CO3, tandis qu'en milieu fortement basique, donc au pH élevé, l'ion carbonate CO3-, est l'espèce majoritaire, alors qu'en milieu faiblement basique, c'est l'ion bicarbonate HCO3- qui est l'espèce majoritaire. Le caractère structural essentiel des carbonates est la présence de l'anion CO3-. L'atome de carbone s'y trouve au centre d'un triangle équilatéral, dont chacun des sommets est occupé par un atome d'oxygène, avec lequel il est lié par des liaisons moins fortes que celles qui existent dans le CO2, ce qui explique l'instabilité chimique des carbonates, notamment en milieu acide. En présence de l'ion hydrogène, le radical carbonate CO3-, devient instable et se brise pour fournir du chlorure de calcium CaCl2, du dioxyde de carbone CO2 responsable de l'effervescence et de l'eau H2O, ce qui est à l'origine du test à l'acide utilisé pour la reconnaissance des carbonates. Selon l'équation, CaCO3 plus 2HCl donne CaCl2 plus H2O plus CO2. Calcite et aragonite constituent dans les grottes calcaires et dolomitiques de Cabrespine et Limousin, dans l'Aude, au sud des montagnes Noires, les 2 formes de précipitation des carbonates, des eaux sursaturées en ions calcium Ca2+, et hydrogénocarbonate HCO3-. L'écoulement continu des eaux carbonatées sursaturées, l'élévation de température et la ventilation naturelle de la grotte provoquent le dégazage du dioxyde de carbone de l'eau vers l'air de la grotte, avec précipitation du carbonate de calcium selon l'équation. Ca2+, plus 2HCO3- donne CaCO3 qui précipite, plus H2O, plus CO2 qui dégaze. Les bicarbonates ayant cédé le CO2 deviennent instables et précipitent sous forme de carbonate de calcium en produisant des splendides concrétions de calcite ou d'aragonite à partir d'un point d'écoulement d'eau et même de gros cristaux de calcite comme ici dans la grotte de Limousin. Le concrétionnement carbonaté de la voûte, des parois et du sol des grottes, majoritairement composé de cristallisation de calcite, va prendre des formes minérales différentes selon les conditions d'écoulement de l'eau, sa minéralisation, la circulation de l'air, l'hygrométrie et la température de la grotte. Au niveau des nombreux gouttes à gouttes qui percolent du plafond humide de la grotte, naissent lentement des centaines de fistuleuses tubiformes creuses de 8 mm de diamètre, comparables à des pailles blanches, dont la paroi est composée de cristaux de calcite blanche, et qui s'allongent suivant la verticale à la vitesse moyenne d'1 mm par an. L'eau d'infiltration circule dans le canal central et forme à son extrémité une goutte d'eau sursaturée qui peut ne jamais tomber si l'écoulement et l'évaporation se compensent. L'analyse chimique de l'eau donne un pH acide de 5,5 et une pression partielle de CO2 dissous supérieure à celle de l'atmosphère de la grotte. Dans ces conditions, comme l'eau est saturée en ions calcium et hydrogénocarbonate, que la surface de la goutte est au contact de l'air chaud et ventilé de la grotte, le dégazage du CO2 dissous et l'évaporation de l'eau vers l'air de la grotte sont favorisés, ce qui permet dans la goutte d'eau la cristallisation de nombreux cristaux de calcite dont l'orientation des axes est initialement aléatoire. On voit sur cette jeune fistuleuse, fixée au voile humide de calcite de la voûte,
que l'eau qui s'évapore à l'extrémité du canal entraîne une sursaturation de l'eau, ce qui provoque le dépôt sur le côté du canal central d'une fine corolle de concrétion calcique qui s'allonge progressivement par dépôts successifs de calcite polycristalline avant de devenir, à partir de 2 cm de longueur, un tube monocristallin. Le diamètre extérieur d'une fistuleuse varie de 10 à 5 mm, mais ne peut pas être inférieur à 5 mm, diamètre approximatif du col de rupture d'une goutte d'eau. Dans le cas de cette fistuleuse, l'écoulement rapide, supérieur à l'évaporation, se traduit par un goutte à goutte sur le plancher de la grotte, à l'origine par précipitation de la calcite, de la formation d'une stalagmite de 8 cm de diamètre. À l'échelle atomique picrométrique de 10-12 mètres, on voit que le dégazage de CO2 et de vapeur d'eau s'accompagne de la précipitation des ions calcium et hydrogénocarbonate, qui précipitent sous forme de carbonate de calcium CaCO3. La cristallisation de la calcite naît par nucléation, à partir de quelques centaines d'atomes qui s'agrègent selon les lois cristallines pour former un germe ou nucléus, à partir duquel le minéral va croître, ce qui va entraîner la diminution de la concentration de ces ions en solution, car le soluté va diffuser de la solution vers la surface du cristal qui le consomme. Quand les forces cristallines et les forces de gravité s'ajoutent, le cristal, dont l'axe de croissance maximum est vertical, grandit et forme un monocristal de calcite de plusieurs centimètres de longueur, ce qui lui confère une allure très esthétique, mais aussi une grande fragilité. Les longues et délicates fistuleuses qui pendent au plafond de la grotte peuvent se rompre sous l'effet de leur propre poids ou d'un simple souffle d'air. Si les conditions sont favorables, et notamment si l'alimentation en eau se poursuit, une fistuleuse sera à l'origine d'une stalactite descendante creuse au départ, mais qui finira par se combler sous l'effet des matières, notamment organiques, apportées par l'eau d'infiltration. Sur cette stalactite creuse de 5 cm de diamètre, coupée transversalement, on voit bien le canal central dans lequel circulait l'eau saturée et sa paroi calcique, mais sa coupe longitudinale montre qu'il est obstrué à de nombreux endroits et que l'eau ne circulait plus depuis plusieurs décennies. Le dépôt des concrétions carbonatées se reportera alors sur l'extérieur de la fistuleuse, qui grossira en épaisseur, mais aussi en longueur. Certaines stalactites de la grotte de Limousin, bien qu'épaisses et massives, n'ont cependant pas résisté aux ondes de cisaillement du séisme associé à la dernière éruption volcanique française qui a frappé le puits de Dôme il y a 7000 ans. Sous chaque stalactite, si l'écoulement se poursuit, va naître et croître par dépôts successifs de calcite une stalagmite montante pleine. Cette grosse stalagmite, située sous une colonie de chauves-souris, a été creusée par l'attaque acide de leur urine et de leurs excréments qui forment le guano, qui ont dissous la calcite, remplacée par une minéralisation de nitrate et de phosphate. La vitesse de croissance d'une stalagmite est variable, comme on le voit ici avec ces stalagmites, toutes de même âge, mais de hauteurs différentes, car leur taille dépend de la vitesse de l'écoulement de l'eau, des courants d'air dans la grotte et de l'évaporation. Cette jeune stalagmite de 20 cm de hauteur s'est formée après le décaissement du plancher stalagmitique calcique de la grotte par l'homme, il y a 200 ans, à la vitesse moyenne de 1 mm par an. Si l'écoulement de l'eau saturée se poursuit, la fusion d'une stalactite descendante et d'une stalagmite montante formera une solide colonne calcique pleine. Ces majestueux piliers calciques de plusieurs dizaines de mètres de haut et de plusieurs mètres de diamètre, qui peuvent secondairement s'orner de draperies, relient la voûte et le plancher, étayent la grotte et sont même capables de résister aux ondes S de cisaillement d'un tremblement de terre et de cicatriser grâce à un bourrelet de calcite. Sur le plancher de la grotte, les coulées calciques subhorizontales forment un plancher stalagmitique stratifié qui cristallise à partir d'une mince pellicule d'eau qui s'écoule lentement sur sa surface, formant une nappe qui, en dégazant son CO2 et son eau, dépose des lamines calciques claires en période glaciaire, sèches, et sombres en période de réchauffement plus humide. On voit ici à Limousin que ces lamines ont recouvert une stalactite, dont le sommet était dissous par les déjections acides d'une colonie de chauves-souris. Cette stratification a enregistré, depuis l'ouverture de la grotte il y a 1,7 million d'années, un empilement de lamines calciques qui permettent de reconstituer les paléoclimats de la région. Quand l'eau sursaturée stagne, de petits barrages cristallins de calcite, appelés gours, se développent par ruissellement
et donnent naissance à des bassins superposés, à la surface desquels, sous l'effet du courant d'air, cristallise une mince et fragile pellicule de calcite, formant des radeaux flottants, selon le même principe que la fleur de sel dans les marais salants ici à Guérande. Sur les parois des grottes, mais aussi sur les majestueuses colonnes de la salle rouge de Cabrespine et dans la salle des colonnes de Limousin, des draperies verticales, plissées, souvent alignées, se forment par écoulement lent d'une fine couche d'eau qui dépose de la calcite sur les parois inclinées. Les draperies en franges sont creuses, comme en témoigne le sourd écho qu'elles renvoient à la moindre percussion, et leurs fines stries calciques de croissance, visibles par transparence. Toutes les concrétions calciques de la grotte de Limousin, ouvertes à l'extérieur depuis 1,7 million d'années, subissent une intense bioaltération chimique acide due aux différentes colonies de chauves-souris composées de centaines, voire de milliers d'individus, qui s'y reposaient durant la journée. L'air expiré, riche en CO2 acide, soufflé à proximité du plafond calcique, attaque la voûte qui finit par se creuser et bloque la croissance des fistuleuses et des stalactites, rares en présence de chauves-souris. Leurs déjections, urine et excréments qui forment le guano, se déposent sur les parois calciques et finissent par tomber sur le plancher de la vaste salle des colonnes. Comme elles sont majoritairement acides, elles attaquent et altèrent la calcite qui se creuse, laissant de nouvelles surfaces exposées à la biocorrosion, comme on le voit sur cette stalagmite située juste sous des chauves-souris. Avec le temps, les parois et le plancher finissent par se couvrir d'une croûte de nitrate et surtout de phosphate blanc, minéraux absents dans la calcite, ce qui atteste de la colonisation de la grotte par des chauves-souris. La singularité des grottes dolomitiques de Clamousse, Cabrespine et Limousin par rapport aux grottes calcaires est l'abondante cristallisation d'aragonite, minéral polymorphe de la calcite, qui tapisse dans certaines salles leurs voûtes, en formant des bouquets cristallins blancs polymorphes, allant d'hexagones assez trapus à des aiguilles très fines qui contrastent avec la calcite plus beige à laquelle elle est souvent associée. Quand la température de la grotte dépasse 8 degrés, que l'écoulement est faible, que l'eau est sursaturée en ions calcium, hydrogénocarbonate et surtout riche en ions magnésium, ce qui est le cas des grottes dolomitiques, c'est l'aragonite qui cristallise, car les ions magnésium vont inhiber la cristallisation de la calcite, son polymorphe stable dans ces conditions ambiantes. L'aragonite, plus blanche que la calcite, forme d'extravagants bouquets de milliers de cristaux aux formes éblouissantes, en aiguilles de plusieurs centimètres de longueur, coralliformes ou serpentiformes, qui décorent la voûte et les murs de la grande salle du lustre de Limousin et la salle rouge de Cabrespine. La croissance par capillarité des cristaux d'aragonite est plus lente que celle de la calcite et estimée entre 3 et 5 mm par millénaire. Dans la grande salle du lustre se trouvent au plafond à profusion des excentriques d'aragonite préservés de tout impact biologique des chauves-souris et un lustre géant d'aragonite, le plus grand ensemble de cristaux d'aragonite répertoriés au monde avec 4 mètres de haut, 10 mètres de large et plusieurs dizaines de tonnes. Enfin, sur cette paroi verticale humidifiée par la condensation, c'est le courant d'air dans la grotte, venant ici de la droite, qui dégaze le CO2, évapore l'eau et permet la cristallisation des fines aiguilles d'aragonite. Contrairement aux stalactites et aux stalagmites qui croissent verticalement et peuvent être majestueuses, les excentriques d'aragonite croissent obliquement ou horizontalement de quelques millimètres par millénaire et sont toujours des structures de petite taille. Leurs formes excentriques, subhorizontales, voire montantes, s'expliquent par la combinaison des forces de gravité, des forces anisotropes de cristallisation responsables de la croissance du minéral, des forces de capillarité et de la tension superficielle. Le carbonate de calcium, CaCO3, cristallise sous deux formes minérales de même composition chimique mais polymorphes, car elle cristallise dans des systèmes cristallins différents. La calcite rhomboédrique de densité 2,7 et l'aragonite orthorhombique de densité 2,9, qui ont donc des diffractogrammes au rayon X différents. La calcite, variété la plus commune du carbonate de calcium, CaCO3, est reconnaissable à sa couleur crème et à ses prismes rhomboédriques trapus à 3 plans de clivage, qui se brisent en plus petits rhomboèdres avec conservation des angles, et cela jusqu'à la maille élémentaire, ce qu'avait observé au XVIIIe siècle l'abbé Oï, minéralogiste et fondateur avec Jean-Baptiste Romé de Lille, de la cristallographie géométrique et de la gémologie.
Dans la magnifique salle rouge de Cabrespine ou dans la salle du lustre de Limousin, les milliers de bouquets d'aragonite plus blanches cristallisent sur la calcite ou directement sur le calcaire et forment des houppes de cristaux orthorhombiques aciculaires disposés de façon radiaire, d'aiguilles et de gerbes excentriques d'aragonite à rameaux rectilignes arborescents ou dendritiques, défiant la loi de la gravité. Dans certains cas, la cristallisation commence par une assise de calcite qui se recouvre d'un mélange calcite-aragonite, servant de base à la cristallisation d'un bouquet d'aiguilles cristallines translucides d'aragonite pure. Contrairement à la calcite qui casse en produisant de plus petits rhomboèdres, la cassure des cristaux aciculaires d'aragonite est conchoïdale et fibreuse. L'aragonite et la calcite font effervescence avec de l'acide chlorhydrique HCl froid, mais contrairement à la calcite, l'aragonite ne présente pas le clivage rhomboédrique de la calcite. Son clivage est imparfait avec des cassures conchoïdales fibreuses. On voit sur ce macro-échantillon de calcite d'environ 10 cm de long que sa forme est un rhomboèdre à 6 côtés, dont les 6 faces sont des losanges. En le clivant délicatement, comme l'a fait en 1795 l'abbé Oï, père de la cristallographie, on obtient de plus petits rhomboèdres, et cela jusqu'à sa maille rhomboédrique élémentaire, avec conservation des angles que font les faces entre elles. De plus, toutes les formes cristallines de la calcite peuvent se déduire d'un parallélépipède rhomboédrique simple, le solide primitif, par troncature des sommets ou des arêtes. Les clivages parfaits dans les 3 directions de l'espace sont dus aux couches d'ions calcium Ca2+, qui alternent le long de l'axe C avec des couches d'ions carbonate CO3-. Par contre, on voit sur ce macro-échantillon d'aragonite de 8 cm de long que l'aragonite cristallise le plus souvent en formant des prismes orthorhombiques allongés, rayonnants et sans clivage. Les cristaux, souvent par 2, sont reliés par une macle simple parallèlement à 1,1,0. Ces cristaux de 0,1 mm à plus de 25 cm de long, fixés sur la calcite ou directement sur la roche, de forme prismatique aciculaire, sont disposés de façon radiaire, autour d'une agglomération de cristaux peu allongés. L'aragonite forme souvent des houppes de cristaux aciculaires très fins comme des aiguilles, mais également des gerbes excentriques à rameaux rectilignes, arborescents ou dendritiques, voire des cristaux spiralés ou illicites. L'étude d'un cristal de calcite par diffraction au rayon X a permis de valider l'hypothèse de Oï, de déterminer la position dans l'espace de ces atomes et de construire sa maille élémentaire, à partir de laquelle s'ajoutent pendant la nucléation les autres mailles lors de la cristallisation. Le nanoréseau cristallin en construction prélève dans la solution sursaturée des ions calcium Ca2+, et carbonate CO3-, et ajoute des mailles au nucléus rhomboédrique, et cela jusqu'au cristal macroscopique, millimétrique, centimétrique, voire métrique, en respectant la loi des angles énoncée en 1883 par Jean-Baptiste Romé de Lille. Avec le logiciel MINUSC, il est possible de visualiser dans l'espace et à l'échelle atomique picométrique de 10-12 la position des atomes dans le réseau cristallin de la calcite et de l'aragonite, et de découvrir les caractéristiques de leur maille élémentaire, nombre d'atomes, longueur A, B et C des arêtes, angle alpha, bêta, gamma, taux de compaction et densité. La structure cristalline du carbonate de calcium, CaCO3, principal minéral des roches sédimentaires carbonatées, est relativement simple. Des complexes négatifs de carbonate, CO3-, dont le carbone est représenté en gris et l'oxygène en rouge, sont liés par des ions calcium Ca2+, représentés en vert, pour former dans la calcite une structure rhomboédrique ou trigonale dont on voit la maille élémentaire d'environ 1700 par 500 par 500 picomètres, et dans l'aragonite une structure orthorhombique dont on voit la maille élémentaire plus compacte d'environ 800 par 575 par 500 picomètres. La maille élémentaire de la calcite est un rhomboèdre à 6 côtés, dont les 6 faces sont des losanges, avec A égale B différent de C, et alpha égale bêta égale 90 degrés, et gamma égale 120 degrés. Elle est électriquement neutre et composée de 49 atomes, 6 Ca2+, 6 C4+, et 18 O2-, avec une compacité cumulée de 58,2% du volume de la maille, et une masse volumique de 2,71 g par centimètre cube. Sur ce rhomboèdre de calcite de 27 mailles, on voit que les couches d'ions calcium Ca2+, logées dans les interstices octaédriques, alternent le long de l'axe C avec les couches d'ions carbonate CO3-, ce qui explique l'aptitude au clivage des cristaux dans ces plans perpendiculaires à C. Le même travail avec l'aragonite, son polymorphe, montre que sa maille élémentaire est un polyèdre orthorhombique dont les côtés A, B et C sont de longueurs différentes, avec des angles alpha, bêta et gamma droits à 90 degrés. Elle est électriquement neutre et composée de 20 atomes, 4 Ca2+, 4 C4+, et 12 O2-,
une compacité cumulée de 62,9% du volume de la maille et une masse volumique de 2,928 g par cm3, supérieure à celle de la calcite, ce qui suggère un domaine de cristallisation à des pressions supérieures. Comment expliquer la présence des deux polymorphes du carbonate de calcium CaCO3 et surtout l'abondante cristallisation d'aragonite dans les grottes de Cabrespine, Limousin et Clamousse? Le point commun de ces grottes est qu'elles sont creusées dans des calcaires dolomitiques dévoniens à Cabrespine et Limousin et jurassiques à Clamousse, et qu'elles possèdent une abondante cristallisation d'aragonite, absente dans les grottes calcaires. La dolomite est un carbonate double de calcium et de magnésium de formule CaMgCO3 deux fois, caractérisé par des couches alternées et séparées d'ions calcium Ca2+, et de magnésium Mg2+, plus petits, présents dans des plans parfaitement distincts, responsables de ces clivages parfaits. L'altération de la dolomite par les eaux de ruissellement acides va libérer en solution des ions hydrogénocarbonate HCO3-, calcium Ca2+, mais aussi des ions magnésium Mg2+. Le diagramme pétrogénique PT, pour pression et température, des carbonates de calcium, montre que la calcite cristallise à basse pression et qu'à haute pression, à partir de 0,3 gigapascal, soit environ 10 km de profondeur, c'est l'aragonite, son polymorphe de haute pression, qui cristallise et remplace la calcite devenue instable à haute température et surtout à haute pression. L'eau chaude favorise l'aragonite, tandis que l'eau froide favorise la calcite. C'est pourquoi l'aragonite se trouve couramment comme gisement de sources chaudes. On voit que l'aragonite de ces grottes, formée à pression atmosphérique de 1 atmosphère, soit 10-4 gigapascal, n'est pas dans son domaine PT d'équilibre et est donc instable. Elle se transformera inéluctablement sur un temps long en calcite, la forme d'équilibre basse pression du carbonate de calcium. L'abondance de l'aragonite dans de nombreuses grottes dolomitiques comme à Cabrespine, Limousin et Clamousse s'explique par le lent écoulement des eaux dans une atmosphère bien aérée à faible hygrométrie en raison de courants d'air asséchants et surtout par la concentration élevée des eaux de ruissellement en ion magnésium Mg2+, qui inhibe la cristallisation naturelle de la calcite et permettent celle de l'aragonite métastable à basse pression ambiante. En résumé, la forme cristalline stable du carbonate de calcium à pression et température ambiante est la calcite rhomboédrique, qui forme la majorité des concrétions dans les grottes calcaires. Mais lorsque l'eau s'infiltre dans une dolomie, roche sédimentaire carbonatée composée d'au moins 50% de dolomite, un carbonate double de calcium et de magnésium, et s'enrichit en ion magnésium, c'est l'aragonite, forme orthorhombique de haute pression du carbonate de calcium qui cristallise à basse température et surtout basse pression en dehors de son domaine d'équilibre. Un grand merci à Jean-Paul Fernandez, directeur de la grotte de Limousin dans l'Aude, pour son accueil chaleureux et ses conseils éclairants, à Pénélope Kempf pour l'initiation de son père à la spéléologie dans ces grottes de l'Aude, et à Élodie Sanson, adjointe technique des SVT au lycée de l'Elorme de Landerneau.